François Bon, les carnets. Encore Cortázar. J'ai été très touché de tous les commentaires sur les précédentes vidéos, et puis quand même quelques commentaires. Cortázar, quand tu dis oh, ils vont en avoir marre, c'est des choses. Et non, on découvre. Alors tant qu'à découvrir, autant faire un petit retour à Axolotl là. Je vous lis ça qui est un petit peu surprenant. Vous savez, dans l'édition Quarto, ils ont repris des entretiens dont je crois qu'ils étaient inédits en France avec Cortázar, des entretiens en espagnol, et où Cortázar parle de la genèse des nouvelles. C'est pas systématique, mais très très souvent on a comme ça à la fin, en plus petits caractères, des extraits de ces entretiens. Écoutez. J'ai vu l'aquarium des axolotls et ils m'ont fasciné. Je me suis mis à les regarder. Je suis resté une demi-heure à les observer. Ils étaient si étranges qu'au début, je croyais qu'ils étaient morts. Ils bougeaient à peine, mais peu à peu, tu voyais le mouvement de leurs branchies. Et quand tu apercevais ces yeux dorés, je sais qu'à un moment donné, dans cette contemplation intensive, j'ai été pris de panique, c'est-à-dire qu'il m'a fallu tourner les talons et partir, mais immédiatement, sans perdre une seconde. Cela, naturellement, ne se passe pas ainsi dans la nouvelle. Dans la nouvelle, l'homme sent qu'il n'y a pas de communication, mais en même temps, il a l'impression qu'il lui demande quelque chose. S'il le regarde, c'est qu'il le voit, mais qu'est-ce qu'il voit exactement ? Enfin, toutes ces questions. Et soudain, il sent qu'il y a comme une ventouse, un entonnoir qui pourrait bien l'engloutir, alors il faut fuir. J'ai fui. C'est sans doute un peu ridicule, mais c'est absolument exact. Je ne suis jamais retourné à l'aquarium du jardin des plantes. Je ne m'approcherai jamais plus de cet aquarium. J'ai l'impression, en effet, d'avoir échappé ce jour-là à un danger, à tel point qu'il y a 4 ans, quand Claude Namer et Alain Caroff ont voulu faire un film sur moi, ils ont prévu une séquence au jardin des plantes pour montrer les axolotls, mais ils n'ont pas pu me persuader d'y retourner. Non, ils m'ont filmé sortant d'un pavillon qui n'était pas celui des axolotls. Après, ils ont fait un montage. Caroff avait parfaitement compris. Et moi, depuis des années que je lis Axolotl de Cortázar, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller observer des axolotls, tenez, même là, tout près d'où j'habite, au petit aquarium d'Amboise, et il y a un aquarium avec 4 axolotls. Je crois que je finis par les distinguer, presque les appeler par leur nom, s'ils avaient un nom. Julio Cortázar. Axolotl. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du jardin des plantes. Je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs, et maintenant je suis un axolotl. Premier paragraphe, 4 lignes. Dit, bon, ça peut être simple. Oui, mais là, on est dans un ensemble qui s'appelle Fin d'un jeu. C'est un ensemble. La première publication en espagnol, c'était 9 nouvelles. Ensuite, il en a rajouté quelques-unes. C'est 1956-1964. La première émergence de Julio Cortázar dans la nouvelle. Il vient d'arriver à Paris, donc l'attachement, la fixation sur des lieux très précis, évidemment. Et cette phrase-là, je suis un axolotl, tout est dit. Mais écoute-toi, quand tu arrives dans la nouvelle, on t'informe là, il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls en général, donc t'es extérieur aux axolotls. J'allais les voir, donc tu te déplaces pour aller les voir, à l'aquarium du jardin des plantes, donc tu as une information sur un lieu, sur le côté aquatique, tu as une information temporelle, je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité. Donc regarder, observer, et là, face aux axolotls, tu installes le temps de l'observation. Observer, bon, c'est évidemment une extériorité. Leurs mouvements obscurs, tout d'un coup il y a le mot obscur. La traduction est de Laure Bataillon. Ça évidemment sans cesse le répéter, c'est traductrice historique là, de Cortázar. Et puis tout d'un coup tu as point. Et maintenant je suis un axolotl. Et aussitôt, le hasard me conduisit vers eux un matin de printemps. T'es reparti dans l'action. Qui ferait attention à cette phrase ?
Et dans l'entretien de Cortázar, voici ce qu'il dit, Cortázar. Pendant longtemps, et même à la veille de le donner à l'imprimerie, je me suis demandé si c'était bon ou mauvais de laisser telle quelle cette phrase initiale, cette affirmation. Maintenant, je suis un axolotl. Je me suis demandé s'il ne fallait pas la supprimer, écrire la nouvelle de façon qu'on voit finalement la métamorphose. Il faut qu'on arrive à la fin pour ça, mais vous verrez, c'est extraordinaire. Sans qu'elle ait été annoncée, je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé la phrase, je ne le regrette pas. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir joué franc jeu. Le lecteur n'a pas l'impression d'avoir été dupe. Mais si Cortázar ne nous expliquait pas ça dans l'entretien, moi je crois que toujours passer à côté du fait que dès ce premier paragraphe, Alors maintenant, je vais limiter mes commentaires et on y va dans l'histoire. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes, je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs, et maintenant je suis un axolotl. Le hasard me conduisit vers eux un matin de printemps où Paris déployait sa queue de paon après le lent hiver. Je descendis le boulevard de Fort-Royal, le boulevard Saint-Marcel, celui de l'hôpital. Tu vois comment tu ancres la réalité. Je vis les premiers verts parmi tout le gris et je me souvins des lions. J'étais très ami des lions et des panthères. Mais je n'étais jamais entré dans l'enceinte humide et sombre des aquariums. Et ça, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Et bizarrement, quand mes grands-parents nous ont emmenés, mon frère et moi, l'autre frère n'était pas encore là, à notre première visite dans Paris, je me souviens de l'odeur du métro, de plein de choses, je vais avoir 8 ou 9 ans. Et je me souviens du premier crocodile et de cette atmosphère glauque, sombre, humide de l'aquarium du Jardin des Plantes. J'avais jamais vu de crocodile. Eh bien, j'aurais pu croiser Julio Cortázar. C'était quelque part là vers 1961-1963, en plein moment là de l'écriture des axolotls, là, quand nous il avait écrit un peu avant. Mais je n'étais jamais entré dans l'enceinte humide et sombre des aquariums. Je laissais ma bicyclette contre les grilles et j'allais voir les tulipes. Les lions étaient laids et tristes, et ma panthère dormait. Je me décidai pour les aquariums, et après avoir regardé avec indifférence des poissons ordinaires, je tombais par hasard sur les axolotls. Je passai 1 heure à les regarder, puis je partis, incapable de penser à autre chose. Mais ce qui me frappe toujours dans les nouvelles de Cortázar, et celle-ci en particulier, c'est le fonctionnement par paragraphe. C'est-à-dire que là, on a la mise en situation. Dans le 2e paragraphe. Maintenant, il vous a parlé d'axolotl. Eh bien, on va passer à la documentation, une écriture informationnelle. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, je consultais un dictionnaire, j'appris que les axolotls étaient des formes larvaires, pourvues de branchies, de batraciens du genre amblystome. Vous connaissiez pas le mot? Non, mais ça ancre, ça contribue à ancrer le texte. Qu'ils étaient originaires du Mexique, je le savais déjà, rien qu'à voir leur petit visage aztèque. Plaisanterie, double sens. Et l'inscription au-dessus de l'aquarium. Je lus qu'on en avait trouvé des spécimens en Afrique capables de vivre hors de l'eau pendant les périodes de sécheresse et qui reprenaient leur vie normale à la saison des pluies. C'est ça, l'axolotl, c'est une forme qui, comme l'homme, naît garde son état embryonnaire longtemps, mais lui, même dans l'état adulte, va garder cet état embryonnaire qui va lui permettre, dans les périodes de sécheresse, de ravaler ses branchies et de vivre en animal terrestre, et puis, si le lac se refait, de revivre en batracien ordinaire et de ressortir ses branchies pour redevenir un animal aquatique. On leur donnait leur nom espagnol, ajolote. On signalait qu'ils étaient comestibles, moi j'en mangerais pas, et qu'on utilisait leur huile, il me semble qu'on ne l'utilise plus, comme l'huile de foie de morue. Fin du paragraphe. Ensuite, on continue de vous ancrer dans la situation. Je ne voulus pas consulter d'ouvrages spécialisés, mais je revins le jour suivant au Jardin des Plantes. Je pris l'habitude d'y aller tous les matins, et même, parfois, matin et soir. Et là, vous allez voir, irruption d'un personnage.
C'est-à-dire que le gardien de la salle des aquariums trouve louche le comportement de celui qui vient tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, observer les axolotes, fait que sa méfiance va contribuer à solidifier le narrateur. Le narrateur devient non pas Julio Cortázar qui écrit une histoire, mais c'est une vraie histoire, puisqu'il y a le gardien qui atteste que là, lui, il a voulu savoir pourquoi ce type, si c'était pas là un type un peu louche, le gardien des aquariums souriait d'un air perplexe en prenant mon ticket. Je m'appuyais contre la barre de fer qui borde les aquariums et je regardais les axolotes, là, toujours cette phrase qui vient là, comme une sorte de basse continue récurrente. Je regarde des axolotes, c'est tout. Il n'y avait rien d'étrange à cela, car dès le premier instant, j'avais senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié, qui cependant nous unissait encore. Il m'avait suffi de m'arrêter un matin devant cet aquarium où des bulles couraient dans l'eau, un petit détail, ça fait pas de mal. Les axolotes s'entassaient sur l'étroit et misérable. Personne mieux que moi ne sait à quel point il est étroit et misérable, fond de pierre et de mousse. Et là, tout d'un coup, la parenthèse, personne mieux que moi ne sait. Et tout d'un coup, rappelez-vous, je suis un axolote là. Qui vous parle? Qui vous raconte l'histoire? Il y en avait 9. La plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or. Tiens, donc là c'est regarder, mais c'est plus le narrateur qui regarde les axolotes, mais tiens, on a fait le premier franchissement. Voilà les axolotes là, qui le regardent. Commencez à avoir un peu malaise et la trouille, vous allez voir. La plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or ceux qui s'approchaient. Troublé, presque honteux, je trouvais qu'il y avait de l'impudeur à se pencher sur ces formes silencieuses et immobiles entassées au fond de l'aquarium. Maintenant, j'en isolais un peu à l'écart sur la droite. Et tu vois la rupture là? Maintenant j'en isolais un peu à l'écart sur la droite pour mieux l'étudier. Je vise un petit corps rose, translucide. Je pensais aux statuettes chinoises en verre laiteux, semblables à un petit lézard de 15 cm, terminé par une queue de poisson d'une extraordinaire délicatesse. C'est la partie la plus sensible de notre corps. Quand tu lis Axolotl de Julio Cortázar, la première fois, est-ce que tu fais attention à ce notre corps? C'est la 3e indication, là, où la fin, la métamorphose, est déjà en train de conditionner le récit. C'est-à-dire que le malaise à la lecture de l'axolote vient justement que le côté implacable de la fin, la métamorphose, a été préparé par une suite d'annotations que toi, tu ne voudras pas voir en même temps que tu lis. Tu diras juste « notre corps ». C'est-à-dire, je vois un petit corps rose, translucide, qui ressemble à ces petites statuettes chinoises en verre laiteux, et puis là, maintenant, notre corps. Non, tu repousses, tu mets ça sur le côté. Mais même quand tu le mets sur le côté, parce que tu ne veux pas aller au bout de la logique de ta lecture, se crée, là, cette espèce d'entropie, de malaise, qui finalement va t'embarquer. C'est la partie la plus sensible de notre corps. Sur son dos, une nageoire transparente se rattachait à la queue, mais ce furent les pattes qui me fascinèrent. Des pattes d'une incroyable finesse, terminées par de tout petits doigts avec des ongles absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine. Mais comment aurais-je pu ignorer qu'ils étaient humains? C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage. Là, tu vois, c'est dans juste le vocabulaire. La main, après la patte, les yeux, ça, d'accord. Mais est-ce que les yeux permettent de constituer un visage, qualité uniquement anthropomorphe? Et là s'installe cette espèce de porosité, de fluidité. Un visage inexpressif, sans autre trait que ses yeux, 2 orifices comme des têtes d'épingle, et entièrement d'or transparent, sans aucune vie, mais qui regardait, et se laissait pénétrer par mon regard, qui semblait passer à travers le point doré, et se perdait dans une
dans un mystère diaphane. Un très mince halo noir entourait l'œil et l'inscrivait dans la chair rose, dans la pierre rose de la tête vaguement triangulaire aux contours courbes et irréguliers qui la faisaient ressembler à une statue rongée par le temps. Tu vois comment le zoom là fait que phrase après phrase, tu es toi-même là avalé et tu viens jusque dans la proximité la plus immédiate de l'axolotl comme gros plan. La bouche était dissimulée par le plan triangulaire de la tête et ce n'est que de profil qu'on s'apercevait qu'elle était très grande. Mais dans cette logique de l'avalement, c'est pas une petite note neutre. Vue de face, c'était une fine rainure comme une fissure dans de l'albâtre. Encore l'albâtre comme le verre laiteux chinois tout à l'heure. De chaque côté de la tête, à la place des oreilles, se dressaient de très petites branches rouges comme du corail, une excroissance végétale, les branchies, je suppose. C'était la seule chose qui eût l'air vivante dans ce corps. Chaque 20 secondes, elle se dressait toute raide, puis s'abaissait de nouveau. Parfois, une patte bougeait, à peine, et je voyais les doigts minuscules se poser doucement sur la mousse. C'est que nous n'aimons pas beaucoup bouger. L'aquarium est si étroit. Hop là. 4e translation, on a redit « nous ». Nous n'aimons pas beaucoup bouger. Oui, mais le narrateur, lui, il est tout aussi inamovible et immobile. Si peu que nous remuions, nous heurtons la tête ou la queue d'un autre. Il s'ensuit des difficultés, des disputes, de la fatigue. Là, vocabulaire qui pourrait être celui d'un homme dans le métro ou la foule. Et comment ne pas être là encore un petit peu déstabilisé? Le temps se sent moins si l'on reste immobile. Mais les deux sont immobiles, le narrateur et l'axolotl. Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher vers eux. Fasciné, la première fois que je les vis, alors là on est bien revenu à l'extériorité, il me sembla comprendre obscurément leur volonté secrète à abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Par la suite, j'appris à mieux les comprendre, les branchies qui se contractent, leurs petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leur fuite brusque, ils nagent par une simple ondulation du corps, me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale où ils passaient des heures entières. Leurs yeux, surtout, m'obsédaient. À côté d'eux, dans les autres aquariums, des poissons me montraient la stupide simplicité de leurs beaux yeux, semblables aux nôtres. Les yeux des axolotls me parlaient de la présence d'une vie différente, d'une autre façon de regarder. Je collais mon visage à la vitre. Le gardien, inquiet, toussait de temps en temps pour mieux voir les tout petits points dorés, cette ouverture sur le monde infiniment lent et éloigné des bêtes roses. Inutile de frapper du doigt contre la vitre sous leur nez, jamais la moindre réaction. Les yeux d'or continuaient à brûler de leur douce et terrible lumière, continuaient à me regarder du fond d'un abîme insondable qui me donnait le vertige. Et cependant, les axolotls étaient proches de nous, je le savais même avant ça, même avant de devenir un axolotl. Et là, tu es au milieu, pile géographique de l'histoire. Et tu dis tout, tu expliques. Tu lances le truc, même avant de devenir un axolotl. Non mais, tu vas encore refuser le malaise et l'histoire? Tout est dit, tout est là, tout le temps. Mais est-ce que toi, t'es capable? De toute façon, tu voudrais savoir au moins le pourquoi. Je le sus dès le jour où je m'approchai d'eux pour la première fois. Les traits anthropomorphiques d'un singe accusent la différence qu'il y a entre lui et nous, contrairement à ce que peuvent penser la plupart des gens. L'absence totale de ressemblance entre un axolotl et un être humain me prouva que ma reconnaissance était valable, que je ne m'appuyais pas sur des analogies faciles. Il y avait bien les petites mains, mais un lézard a les mêmes mains et ne ressemble en rien à l'homme. Je crois que tout venait de la tête des axolotls, de sa forme triangulaire rose et de ses petits yeux d'or. Cela regardait et savait. Cela réclamait. Les axolotls n'étaient pas des animaux.
De là à tomber dans la mythologie, il n'y avait qu'un pas facile à franchir, presque inévitable. Je finis par voir dans les axolotls une métamorphose qui n'arrivait pas à renoncer tout à fait à une mystérieuse humanité. Je les imaginais conscients, esclaves de leur corps, condamnés indéfiniment à un silence abyssal, à une méditation désespérée. Leur regard aveugle, le petit disque d'or inexpressif et cependant terriblement lucide, me pénétrait comme un message. Sauve-nous, sauve-nous. Je me surprenais. Là, tu vois, on est entré, nouveau paragraphe, il y a une sorte d'interaction, mais interaction qui est uniquement fantasmée par le narrateur. Je me surprenais en train de murmurer des paroles de consolation, de transmettre des espoirs puérils. Il continuait à me regarder, immobile, là on est au pluriel. Soudain, les petites branches roses se dressaient sur leur tête et je sentais à ce moment-là comme une douleur sourde. Il me voyait, peut-être? Il captait mes efforts pour pénétrer dans l'impénétrable de leur vie. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais jamais je ne m'étais senti un rapport aussi étroit entre des animaux et moi. Les axolotls étaient comme les témoins de quelque chose, et parfois ils devenaient de terribles juges. Je me trouvais ignoble devant eux. Il y avait dans ces yeux transparents une si effrayante pureté. C'étaient des larves, mais larve veut dire masque et aussi fantôme, derrière ces visages aztèques, inexpressifs, et cependant d'une cruauté implacable. Quelle image attendait son heure. Il me faisait peur. Je crois que sans la présence des autres visiteurs et du gardien, je n'aurais jamais osé rester devant eux. « Vous les mangez des yeux », me disait le gardien en riant. Il devait penser que je n'étais pas tout à fait normal. Il ne se rendait pas compte que c'était eux qui me dévoraient lentement des yeux en un cannibalisme d'or. Loin d'eux, je ne pouvais penser à autre chose, comme s'il m'influençait à distance. Je finis par y aller tous les jours, et la nuit, je les imaginais immobiles dans l'obscurité, avançant lentement une petite patte qui rencontrait soudain celle d'un autre. Leurs yeux voyaient peut-être la nuit, et le jour, pour eux, n'avait pas de fin. Les yeux des axolotls n'ont pas de paupières. Et vous allez voir maintenant, on va amorcer le mouvement final. 2 paragraphes. Maintenant, je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela, que cela devait arriver. Et le cela, comme on l'a vu arriver un peu plus tôt, là, cette instance neutre, là, presque une instance d'intermédiation entre hors la vitre, le narrateur, et derrière la vitre de l'aquarium, les axolotls. Maintenant, le cela s'impose comme rassemblant et dominant les deux. Maintenant, je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela, que cela devait arriver. Il me reconnaissait un peu plus chaque matin quand je me penchais vers l'aquarium. Il souffrait. Chaque fibre de mon corps enregistrait cette souffrance bâillonnée, cette torture rigide au fond de l'eau. Ils épiaient quelque chose, un lointain royaume aboli, un temps de liberté où le monde avait appartenu aux axolotls. Une expression aussi terrible qui arrivait à vaincre l'impassibilité forcée de ces visages de pierre contenait sûrement un message de douleur, la preuve de cette condamnation éternelle, de cet enfer liquide qu'ils enduraient. En vain essayai-je de me persuader que c'était ma propre sensibilité qui projetait sur les axolotls une conscience qu'ils n'avaient pas. Eux et moi, nous savions. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. Tu vois comment la fin se prépare. Je collais mon visage, on va annuler la séparation d'abord, je collais mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ces yeux d'or sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolotl immobile contre la vitre. Et hop là, l'axolotl aussi vient s'appuyer contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Je vis mon visage contre la vitre, je le vis hors de l'aquarium, je le vis de l'autre côté de la vitre. Bon, t'as compris? Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre. Ouais, mais c'est la récurrence du contre adverbial. Votre verbe
qui là va tout organiser. Après tout, une vitre, c'est fait pour être traversé. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. Je collai mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ces yeux d'or, sans iris et sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolotl immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Ça y est, c'est fait. Je vis mon visage contre la vitre. Tu répètes, et t'as pas besoin de dire que si tu répètes, c'est que le lieu d'énonciation n'est plus du même côté de la vitre. Tu enlèves précisément ce que seul le lecteur doit comprendre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Je vis mon visage contre la vitre. Je le vis hors de l'aquarium, je le vis de l'autre côté de la vitre, puis mon visage s'éloigna et je compris une seule chose était étrange, continuer à penser comme avant, savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre. Je voyais ma bouche aux lèvres serrées par l'effort que je faisais pour comprendre les axolotls. J'étais un axolotl et je venais de savoir en un éclair qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium. Sa pensée était une pensée hors de l'aquarium, tout en le connaissant, tout en étant lui-même. J'étais un axolotl et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que, je le sus instantanément, je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolotl, transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolotl, condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas. Une patte vint effleurer mon visage. En me tournant un peu, je vis un axolotl à côté de moi qui me regardait, et je compris que lui aussi savait, sans communication possible, mais si clairement. Ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités à l'éclat doré de nos yeux qui regardaient ce visage d'homme collé à la vitre. Il revint encore plusieurs fois. Dernier paragraphe. Et là maintenant, tout le travail est fait. Il revint encore plusieurs fois, mais il vient moins souvent à présent. Des semaines se passent sans qu'on le voie. Il est venu hier, il m'a regardé longuement, puis il est parti brusquement. Il me semble que ce n'est plus à nous qu'il s'intéresse, qu'il obéit plutôt à une habitude. Comme penser est la seule chose que je puisse faire, je pense beaucoup à lui. Pendant un certain temps, nous avons continué d'être en communication, lui et moi, et il se sentait plus que jamais lié au mystère qui l'obsédait. Mais les ponts sont coupés à présent, car ce qui était son obsession est devenu un axolotl, étranger à sa vie d'homme. Je crois qu'au début je pouvais encore revenir en lui dans une certaine mesure. Ah, seulement dans une certaine mesure. Et maintenir éveillé son désir de mieux nous connaître. Maintenant, je suis définitivement un axolotl. Et si je pense comme un être humain, c'est tout simplement parce que les axolotls pensent comme les humains sous leur apparence de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours, lorsque j'étais encore lui. Et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Il croira qu'il invente un conte et il écrira tout cela sur les axolotls. Fin. Vous avez vu comment, même, à la limite, déjà, il n'était pas forcé d'en faire tant, Julio Cortázar. Mais il obéit implacablement à sa même logique.
C'est-à-dire la terreur de la situation, c'est la terreur de l'écrivain devant la puissance de l'histoire qu'il vient d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose, donc on a échangé la pensée, on est passé, maintenant il y a ce jeu qui devient inverse, l'axolote qui voit là l'autre et qui continue d'échanger avec lui, et ça suffirait, oui, mais comment ce récit nous parvient ? Comment ce récit nous est parvenu ? Ce récit qui dit « Maintenant, je suis un axolote ». Eh bien, reprenez ces dernières lignes. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours, lorsque j'étais encore en lui. Et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser que lui va peut-être écrire quelque chose sur nous. Moi qui suis axolote, maintenant que l'échange a été fait, il croira qu'il invente un conte et il écrira tout cela sur les axolotes. Il croira qu'il invente un conte et dans ce conte, il y a la phrase dès le début « Maintenant, je suis un axolote ». Le cercle est bouclé. Est-ce que c'est pas une des plus grandes nouvelles de l'histoire littéraire ? Bon, il n'y a pas Rogest, il y a Kafka, il y a Michaud, tout ça. Mais Cortázar, là, avec Axolote, il entre dans ce pays-là. Et pourquoi tu crois qu'à 70 balais, là, tu passes tes journées, là, c'est quoi ce passage ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que là, il y a littérature ? Puis tout ça, justement, par exemple, dont je viens de parler. Ce matin, j'entendais un ami qui faisait une toute petite vidéo avec des machines à chantier qui parlait de l'intime, de ce jeu de comment venir chercher l'intime en soi par cet outil de la voix et de la monstration, et que justement parce qu'on le lance à l'extérieur, on ne sait plus, on ne sait pas, en tout cas non, c'est juste une image de chantier de pelleteuse. Et pourtant, c'est cette part intime là que le mouvement même de la lecture ou de la vidéo nous permet de donner comme tel, non pas une confession, il parlait aussi du livre de Rousseau, mais cette instance du mystère. J'ai jamais pu regarder depuis Cortázar de la même façon dans n'importe quel aquarium qu'on visite. L'axolote.